Quelle est notre relation avec l'argent? Pourquoi est-ce que l'argent est tabou? Pourquoi est-ce qu'il provoque autant d'émotions lorsqu'on en parle? Comment atteindre l'indépendance financière? Est-ce possible? En combien de temps? Que faut-il faire? Bienvenue à cette masterclass où nous allons justement reprendre depuis le début que nous sommes venus au monde. Quel conditionnement avons-nous reçu de nos parents? Est-ce que c'était des commerçants, des entrepreneurs ou des salariés? Ils avaient de l'argent, la vie était facile, des bons salaires, ou le contraire? Qu'est-ce qu'ils nous ont dit de faire? Faire des bonnes notes à l'école pour avoir un bon travail, pour avoir un bon salaire, et puis une bonne retraite. Et c'est ça qu'on peut nous inculquer les trois quarts du temps. Ou est-ce que justement il y a une autre façon de vivre, d'être indépendant, entrepreneur ou commerçant? C'est deux chemins différents avec des visions complètement différentes. Ensuite, quelle est la religion que nous avons, qu'on nous a enseignée, ou qu'est-ce que nous pensons, qu'est-ce que nous connaissons de toutes les religions, et qu'est-ce qu'elles enseignent au niveau de l'argent, également de la richesse. Vous avez nos professeurs d'école qui nous ont beaucoup inspirés, beaucoup influencés, en bien ou en mal. Ça dépend justement, est-ce qu'on les aimait, est-ce qu'on les aimait pas, pourquoi et comment. C'est tout ça, c'est inconscient. Ensuite, il y a la politique, les partis. Pourquoi je fais partie de ce parti-là et plutôt qu'un autre? Quelles sont nos visions par rapport à l'argent, à la richesse, l'économie, etc. Nos idoles, qu'est-ce qu'ils nous inspirent, que ce soit Internet ou les réseaux sociaux. Tout ça nous conditionne et qu'est-ce que vous lisez? Qui est-ce que vous écoutez? Et c'est cela qui vous conditionne. Alors, pour réussir, dans la vie, il faut une ambition. Il faut de l'ambition. hein. Il faut avoir une vision. Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je vais faire? C'est ça qui nous motive, qui nous donne l'envie de nous fixer des objectifs, de faire un plan d'action, comment y arriver. Mais surtout, une condition essentielle, c'est d'être enseignable. Est-ce que vous avez aimé l'école? Est-ce que vous appreniez vraiment? Est-ce que vous trouviez ça utile ou pas? Une fois que vous avez terminé l'école ou les études, est-ce que vous pensez tout savoir? Que vous n'avez plus besoin d'aller à l'école, plus besoin de vous fermer, etc. Est-ce que vous savez tout? Ou est-ce que vous êtes désireux d'en apprendre toujours? Prenez un exemple. Ici, combien de carrés voyez-vous dans ce dessin? Vous pouvez les compter. Ça en fait combien? 16, on est d'accord. 17 si on prend le carré. Et ça, c'est le problème que nous avons tous. Nous voyons la vie, nous voyons notre environnement, les gens que nous côtoyons. Nous avons une vision, on voit 16 carrés ou 17 carrés. Ils sont comme ci et comme ça. On les juge, on a une image d'eux, on les met dans un tiroir même. Or, si on regarde bien, il y a bien plus que 16 ou 17 carrés. Si je prends par exemple par 4, ça fait des carrés, on est d'accord. Donc là, je peux en rajouter déjà 4, ce qui fait 21 carrés. Si je prends les carrés ici du centre, il y a de nouveau 4 carrés possibles, donc ça fait 25 carrés. Si je prends ceux du centre, ça fait 26 carrés. Et là, pourquoi se limiter à prendre des carrés formés par 4 carrés? Si on en prenait 3, donc 9 carrés, on aurait de nouveau 4 carrés supplémentaires. Donc, ça fait bien 30 carrés. Et ça, c'est toute notre difficulté, justement, d'avoir une bonne image de l'argent ou de la vie ou de quelqu'un. C'est qu'on juge, on voit, ouais, tac, 16 carrés. Mais si on regarde de plus près, si on écoute, ou si on pose des questions, on se rend compte que c'est pas du tout la même chose. Il y a beaucoup plus de choses à connaître, à savoir, qui sont différentes, qu'on ne voit pas au premier abord. C'est comme cette image ici. Que voyez-vous? Une jeune fille, une jeune femme, ou une grand-mère, une sorcière. Si vous les voyez les deux, est-ce que vous les voyez les deux en même temps, ou est-ce que vous devez adapter votre regard, votre vision pour apercevoir la jeune femme? Qui ne voit pas la jeune femme? Ou qui ne voit pas la vieille femme? Eh bien, compliqué, n'est-ce pas? Donc si on prend l'exemple ici, on prend la jeune fille,
La jeune femme, elle a des cheveux, des beaux cheveux noirs avec un fichu sur la tête. Elle a ici, vous voyez, son petit sourcil, son petit bout de nez qui dépasse de sa joue, toute sa joue ici, son menton, sa mâchoire qui va jusque-là, et on voit son oreille. Donc, elle est trois quarts de dos, et puis elle a un bandeau autour du cou, dans un décolleté, et un manteau de fourrure. Qui la voit? Qui ne le voit toujours pas, malgré l'explication? Combien de fois on nous a expliqué des choses à l'école, à la maison ou au travail, et puis on ne voit pas, on ne comprend pas, et on a des différends, non? Et la vieille, qui ne voit pas la vieille? Effectivement, elle a une perruque, où elle se teint les cheveux, avec aussi un foulard sur la tête. Et ici, vous apercevez son œil ridé, son œil, une ride, et son immense nez crochu, avec sa narine ici. Elle a même un petit bouton là sur le nez. Et puis une petite bouche avec des lèvres très fines et son menton, également dans un manteau de fourrure. Est-ce que vous la voyez? Et pourquoi vous ne la voyez pas? Pourquoi les autres la voient? Je sais, c'est une image qui a été faite pour les deux. On voit la jeune et on voit la vieille. Ça, c'est ce qu'on enseigne dans tous les cours. Et certains d'entre vous ont dit, ouais, je vois les deux. Ouais, je connais, j'ai déjà vu. Ouais, tu connais. Mais si tu connais, est-ce que tu vois l'oiseau, ou le raton laveur, ou l'iceberg, ou le lion, ou le cygne? Non? Comment ça se fait? Eh oui, on voit souvent que ce qu'on nous a appris à voir. Hein, si on était en Chine, on verrait le monde différemment, on s'habillerait différemment, on parlerait différemment que ce que nous sommes ici en Europe. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on nous dit? Là, si je vous aide, hein, si ici, au lieu que ce soit le bandeau de la jeune fille ou les lèvres fines de la vieille femme, la grand-mère, si j'enlève ça, je le cache, qu'est-ce qui me reste ici? Il n'y a plus pardon, si on, excusez-moi, si je vois ça, je le transforme, est-ce que vous voyez un oiseau? C'est son bec. Et ici, vous avez le corps, vous avez la tête de cet oiseau, son bec et une aile déployée, comme un rapace. Vous enlevez le bec, vous supprimez ça, qu'est-ce qui reste? Il y a toujours un animal ici, par exemple, qui a une autre forme, une autre tête, par exemple un rat, un raton. Non? Il peut y avoir tout ce que vous voulez dans cette image. Et on est prêt à se critiquer, c'est pas vrai, c'est pas un oiseau, c'est pas un raton laveur, c'est pas une jeune femme, c'est pas une vieille femme. Ah, mais moi je vois un iceberg ici, ou un lion, ou une cigogne ici, son bec, ses plumes, etc. Et on est capable de s'engueuler pour ça. Hein, c'est pour ça qu'il y a des guerres, des conflits, des divorces, etc. On ne voit pas les mêmes choses. Donc on ne comprend pas ce que l'autre voit. Il a tort, j'ai raison. Non, vaut mieux être raison que d'avoir raison. Hein. Parce qu'on a tous une image de quoi que ce soit. Et cette image, elle ne correspond jamais réellement à la réalité. Vous suivez cette masterclass maintenant, vous attendiez à quelque chose, mais pas du tout ce que je vous montre là. Donc, quand l'image qu'on a d'une situation, de quelque chose, de quelqu'un ou d'un travail, qu'est-ce qu'on a envie de faire si ça ne correspond pas à ce qu'on veut, nous? Cette réalité, on ne l'accepte pas. Ça veut dire qu'on a envie de la changer. Mais pour la changer, il faut le pouvoir. Il faut pouvoir la changer. Vous ne pouvez pas changer cette vidéo maintenant. Vous ne pouvez pas changer cette présentation. Vous n'avez aucun pouvoir. C'est moi qui décide de tout. Maintenant, si on n'a pas le pouvoir de changer quelque chose, qu'est-ce qu'on devrait changer? Parce que ça ne correspond toujours pas à la réalité, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? De changer la réalité. Et ça, c'est un réflexe, c'est normal, parce qu'on veut que la vie soit comme on veut que les gens soient comme on veut. Et c'est très difficile. Vous voyez, la flèche ici, elle est tournée vers l'image. Est-ce que je suis prêt à changer mon image de quelqu'un, d'une situation, de l'argent, des riches, de l'indépendance financière, quel que soit le sujet? Parce que si je n'ai pas le pouvoir de changer la réalité, j'ai qu'une seule solution, c'est de changer mon image. Est-ce que c'est facile de changer son image? Là, il faut le vouloir, il faut l'accepter, c'est ce qu'on appelle apprendre. Parce que dire ou écouter ou faire ce qu'on a toujours su, on n'apprend rien du tout. On sait faire.
Mais tout d'un coup, de changer notre image, de voir les choses différemment sous un autre angle, en écoutant les autres, hein, en prenant d'autres avis, c'est une remise en question qui est très, très, très difficile. Parce que si nous ne voulons pas changer notre image, on ne veut pas se remettre en question, et qu'on ne peut pas changer la réalité, ou l'autre qu'on a en face de nous, l'interlocuteur, qui ne veut pas non plus changer son point de vue, eh bien, vous voyez, si ça ne va pas, ça devient ce qu'on appelle un conflit, une discutaille, une fuite dans l'émotion, puis on peut discuter pendant des siècles. Et c'est pour ça que quand on croit avoir raison, des fois on ferait mieux d'être raison. Ça veut dire, OK, je vois que je ne peux pas changer la réalité, ou je vois que je ne peux pas euh, te convaincre de ce que je vois, ou de ce que je pense, ou de ce que j'aimerais, eh bien, d'accord, j'accepte. OK, on fait pas ça, ou on va pas au cinéma, ou on va plutôt au restaurant, ou on fait les vacances plutôt là. Hein, ça veut dire que moi, je sais que je peux pas changer l'autre, je deviens plutôt raison, je suis raison, je ne cherche plus à avoir raison, qui souvent, c'est dans l'infini, il n'y a pas d'issue. Alors, c'est de la même façon lorsque je vous dis dessinez un arbre. Maintenant, vous prenez votre bloc, vous dessinez un arbre. Vous vous imaginez dans votre tête un arbre. Que ce soit un sapin, un bouleau, un hêtre, un chêne, ce que vous voulez. Un chêne, pardon. Eh bien, vous avez tendance à le dessiner comme ça, on est d'accord. Et là, il est très bien dessiné d'ailleurs. Ça pourrait être un sapin, mais c'est pas un arbre complet, ça. C'est qu'une petite partie. Voilà un arbre complet. Il y a autant de racines qu'il y a de branches. Et pourquoi on dessine uniquement la photo de gauche? Ben, c'est ce qu'on voit. Donc, ce qui est invisible, ce qui est dans le sol, parce qu'on ne le voit pas, on n'y pense pas, ou même on nie son existence. Et ça, c'est important. Alors nous, quand on regarde quelqu'un, on voit effectivement le visible, ses habits, son regard, son comportement, ou une maison, une entreprise, ou ce qu'on nous montre à la télé. Mais la réalité, avec les racines, d'où ça vient, pourquoi, comment, combien, ça, on ne le voit pas, donc ça n'existe pas. Hein. Jamais on penserait que cette personne, elle pense ceci ou cela, ou se comporte comme ceci ou comme cela, vu qu'on ne le voit pas, on ne sait pas. Mais on juge quand même, on a une image quand même. Est-ce que c'est la vraie image? Eh bien non. Ça veut dire que si je veux changer les fruits ou les feuilles de cet arbre, je dois changer les racines. De la même façon que si vous voulez changer vous, ou si vous voulez aider quelqu'un à changer, parce qu'on ne peut pas changer quelqu'un qui ne veut pas changer, eh bien, il faudra aussi changer vos racines à vous. D'où viennent ces racines? Qu'est-ce qu'on vous a dit sur quel sujet, pourquoi et comment? Et ça, c'est compliqué et c'est tellement important. Donc, l'invisible, si vous souhaitez changer les fruits, vous devez d'abord changer les racines. Si vous souhaitez changer le visible, il faut d'abord changer l'invisible. Vous changez votre coiffure, vous voulez changer votre visage, vous voulez changer vos habits. Oui, ok, ça c'est le visible. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il faut changer l'invisible, c'est-à-dire vos émotions, vos images, ce que vous ressentez. Pourquoi vous voulez faire ceci ou changer cela? Et notre imagination est toujours plus forte que la réalité. Ça, c'est important. Regardez, cet homme sur cette planche, pas de problème, elle a 10 centimètres du sol, elle fait 1 mètre de large, elle a 3 mètres de long, pas de souci, la vie est belle. Maintenant, vous mettez cette même planche, même solidité, même grandeur, même largeur, même, tout la même chose, il n'y a pas de vent, personne pour vous pousser. Vous la mettez au sommet de deux immeubles, est-ce que vous allez traverser? Même si je vous donne 1 000 € ou 1 000 francs, est-ce que vous traverseriez? En général, c'est non. Pourquoi? Quelle est la différence entre les deux images? C'est la même planche, c'est la même personne. Pas de vent, personne pour vous pousser, pourquoi vous avez peur de l'autre côté? Eh bien oui, c'est pas de traverser la France qui vous fait peur. C'est quoi? C'est si jamais je tombe, si jamais je trébuche, je glisse ou je perds l'équilibre, c'est pas non plus la chute. Hein. Des fois, on paye très cher pour faire de la chute libre, hein, en parachute ou même ceux qui aiment le parapente, etc. C'est pas la chute qui est dangereux, c'est la réception, c'est l'atterrissage, c'est comme on dit pour les avions. Hein, c'est pas le vol en plein air, c'est facile, c'est l'atterrissage qui sera compliqué. Et ceux qui ont peur de l'avion,
On a beau leur dire toutes les raisons factuelles, des chiffres, des statistiques, comme quoi c'est le moyen le plus sûr au monde, il a peur, il ne montera pas dedans. Et pourquoi? Parce qu'il s'imagine qu'il peut tomber, et que si l'avion tombe, il peut mourir, et il n'a pas envie de mourir. Alors ça, c'est nos images qui nous dictent notre comportement. Et si je ne change pas mon image, je ne monterai jamais dans un avion ou sur cette planche. Et pour vous embêter, si je regarde sur cette planche, là, vous ne voulez pas la traverser entre ces deux immeubles, vous n'avez pas prendre ce risque. Même 1 000 francs, ça ne vous suffit pas. Mais tout d'un coup, ici, il y a quelqu'un que vous aimez, vos enfants, votre mari, votre femme, votre mère, qui vous voulez, et l'immeuble, il est en train de s'effondrer ou il est en train de brûler. Vous ne voudrez peut-être même pas mes 1 000 francs, mais vous allez traverser pour essayer de les sauver. Donc nos images dictent nos comportements et nos images décident de notre vie. Et c'est pour ça que c'est important de qui est-ce que j'écoute, quel livre je lis, qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce qui me conditionne sans arrêt. Einstein disait déjà, il est plus facile de détruire un atome qu'un préjugé. Pourtant, est-ce que quelqu'un ici dans l'auditoire est capable de détruire un atome? Je pense pas. Mais c'est plus facile de détruire un atome. Personne ne sait vraiment comment faire, à part les physiciens, etc. Eh ben, c'est plus facile que de détruire un préjugé. Ce préjugé qu'on a dans la tête, on en est convaincu. On arrive à en faire une vérité, même si on n'a aucun contrôle ou aucune preuve. Il existe un livre mondialement connu, Penser et devenir riche, hein, de Napoleon Hill. Je vous le recommande, ainsi que tous les autres, car comme je l'ai déjà dit au début, c'est ce que nous lisons, c'est ce que nous écoutons qui nous conditionne. Votre revenu ne pourra croître que dans la mesure où vous croîtrez vous-même, pas en centimètres physiques évidemment, mais dans votre tête. Si vous souhaitez changer les fruits, vous devez d'abord changer les racines des arbres. Si vous souhaitez changer le visible, il vous faudra d'abord changer l'invisible, c'est-à-dire ce qu'il y a dans notre tête, qui souvent est inconscient. C'est invisible, on n'est même pas conscient. C'est le résumé de tout ce que nous avons entendu, vu, lu, fait dans notre vie depuis que nous sommes au monde ou même avant, hein. Donc, il faut augmenter nos connaissances, augmenter notre champ de vision de tous les possibles et avoir une vue d'ensemble plus grande. C'est comme ça qu'on gagnera 3 000, 10 000, 100 000 par mois, par année ou par jour, hein. Nous devons grandir dans notre tête, dans nos connaissances. Parce que l'argent est un résultat. La richesse est un résultat. La santé est un résultat. La maladie est un résultat. Votre poids est un résultat. Tout n'est qu'une conséquence, une réaction à ce que nous pensons, donc ce que nous faisons, ce que nous mangeons. Les pensées mènent aux émotions, les émotions mènent aux actions, et les actions mènent aux résultats. Et les résultats mènent à la motivation. Et c'est un cercle vicieux ou un carré, c'est comme vous voulez. D'un côté, il y a notre potentiel avec nos connaissances et ça génère des émotions, des pensées. Qu'est-ce qu'on a envie de faire de notre vie? Pour ça, il faut passer à l'action. Et ces actions donneront un résultat qui donneront une motivation, une démotivation. Car si les pensées sont justes, ce sera des bonnes actions avec des bons résultats et de la motivation. Si les pensées sont fausses, nous ne ferons pas les bonnes actions, donc nous n'aurons pas les bons résultats et nous serons démotivés, ce qui diminue notre potentiel et c'est comme ça qu'on échoue, si j'ose dire. Donc je dois faire attention à ce que je pense, à ce que je crois. Pour changer nos pensées, croyances, il faut de la volonté. Entre la volonté et nos croyances, qui gagne? Nos croyances, notre imagination, toujours. Exemple de la peur en avion, hein. On a beau vous dire les faits, si vous pensez que l'avion va tomber, si vous êtes quasiment certain, on a beau vous dire ce que vous voulez, vous ne montrez pas dans l'avion. Comment changer nos émotions? La première des choses, c'est la prise de conscience. Écrivez tout ce que vous avez entendu dire au sujet de l'argent, la richesse, les riches, les patrons, quand vous étiez jeune ou adolescent ou encore maintenant. Ça, c'est la première des choses. Faites vraiment cet exercice pour vous, en dehors de
de cette masterclass à présent. Ensuite, la compréhension, hein. Écrivez l'incidence que ces paroles ont eu sur votre vie financière. Comment elles vous ont fait réagir? Pourquoi vous êtes devenu soit radin, soit peureux, soit ambitieux, hein, sans limite? Puis après, faire la dissociation, c'est-à-dire faire la part des choses. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Hein? Pouvez-vous voir que ces pensées ne représentent que ce que vous avez appris et que vous pouvez les changer? Souvenez-vous de la jeune femme, la vieille femme. Si on apprend qu'il y a une jeune et une vieille femme dans cette photo, eh bien, on va répondre ça. Mais si on ne vous a pas appris qu'il y avait un oiseau, un raton laveur, un aigle, un iceberg dedans, vous ne le savez pas et vous n'allez pas pouvoir changer quoi que ce soit. Ensuite, une fois que vous avez pris conscience de qu'est-ce qui vous a marqué dans votre vie, quelles sont les incidences qui vous ont marqué également, et que vous pouvez les changer, vous devez maintenant créer des phrases positives. Oui, l'argent, c'est bon. Oui, l'argent, c'est positif. L'argent, c'est une énergie, comme, euh, comme l'électricité, et on en a besoin. Sans argent, on ne fait rien, comme sans électricité, on ne fait pas grand-chose, hein. C'est vraiment modifier votre vision et vous répétez ces phrases, vous en trouvez, il en existe des vidéos sur YouTube, partout, pour vous aider à prendre conscience que l'argent, c'est bien. C'est une énergie, c'est pas un but en soi. C'est un moyen de vous offrir la vie que vous voulez. Donc, accueillez cet argent, accueillez la richesse, accueillez l'abondance. L'indépendance financière devrait être un objectif. Comme je n'ai plus de soucis, je m'offre la vie que je veux et j'arrête de simplement rêver ma vie. C'est ce qui vous motive à acquérir de l'argent ou à réussir, et la peur, hein, la peur de manquer, par exemple, la colère ou encore la nécessité de vous prouver des choses. Votre argent ne vous apportera jamais le bonheur parce que vous ne serez jamais satisfait. Le seul moyen de changer la température de la pièce de manière permanente consiste à régler le thermostat. C'est la même chose pour l'argent. Nous devons modifier notre thermostat par rapport à notre vision de l'argent. Votre conscience observe vos pensées et vos actions afin que vous puissiez vivre en faisant de vrais choix, plutôt que de vous laisser contrôler par votre programmation passée, votre inconscient. On a toujours fait comme ça, on m'a dit ci, ma grand-mère m'a dit ça, mes parents m'ont dit ça, mon meilleur ami m'a dit ça, etc. Non, c'est penser par vous-même, faites la part des choses, renseignez-vous, formez-vous, apprenez. Être heureux est un choix, réussir est un choix. Donc, que choisissez-vous de faire pour votre bonheur et votre réussite, pour augmenter vos revenus? Ça ne tient qu'à vous, c'est une décision. L'importance de l'argent, ben, si vous dites que l'argent n'est pas important, c'est que vous n'en avez pas et vous n'en aurez jamais. Non. De la même façon, si vous dites que votre ami, conjoint, mari, femme n'est pas important, il ou elle ne restera pas longtemps dans votre entourage. C'est logique. Vous le savez, ça. Alors contrôlez vos pensées, contrôlez ce que vous dites, car ce que vous pensez le plus souvent se réalise, dans un sens ou dans un autre, positif ou négatif. Vous êtes maître de votre destin, vous êtes maître de votre avenir. Il se construit là, aujourd'hui, maintenant. Si vous avez pour but d'être à l'aise financièrement, vous risquez de ne jamais devenir riche. Mais si vous avez pour but d'être riche, vous courez à la chance de devenir drôlement à l'aise financièrement. C'est exemple des objectifs élevés. On obtiendra plus en se fixant des objectifs ambitieux. Même si on ne les atteint pas, on aura atteint beaucoup plus que si on dit je veux faire de mon mieux. On verra ce qui se passe. Hein, on n'a pas le courage de dire nos objectifs, on a peur de ne pas y arriver et que les gens se rendent compte qu'on n'est pas capable d'atteindre nos objectifs. Donc on ne se fixe pas d'objectifs, on n'ose pas les communiquer. Faites-le. C'est pour vous. Visez, pensez-y. Et en y pensant sans cesse, votre cerveau, votre inconscient, votre ordinateur interne va vous montrer le chemin, va vous aider à faire ce qu'on appelle un plan d'action. Qu'est-ce que je dois faire pour arriver à ça? Et oui, on ne peut pas rester assis et puis juste méditer. Il faut passer à l'action. La raison principale pour laquelle la plupart des gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Hein, si je vous demande qu'est-ce que vous faites ce soir, qu'est-ce que vous voulez manger, quel est votre programme du week-end, la première réponse, bah, j'en sais rien.
tout cas, j'ai pas envie de ci, j'ai pas envie de ça, etc. Ça, on sait, puis ça sort tout de suite. Mais ce que vous voulez, ça, on n'y pense pas. On laisse faire le hasard. On laisse les autres décider pour nous. Si nous ne sommes pas pleinement, totalement et vraiment engagés à créer la richesse, on risque de ne pas connaître la richesse. C'est un travail, c'est une obsession, c'est une envie, mais saine, parce que ça nous motive. Si ça ne vous motive pas, bien sûr, de pleurer de soucis financiers pour payer vos factures ou un train de vie plus élevé ou ce que vous aspiriez depuis tout petit, hein, vos rêves d'enfant, etc. Ben, si vous ne travaillez pas, si vous vous engagez pas, il n'y a rien qui se passera, ça c'est sûr. Le résultat sera le reflet de vos actions. Vous serez rémunéré en proportion directe de la valeur que vous livrez, conformément au marché. Ça veut dire que si vous rendez vraiment service et votre service est exceptionnel, vous serez mieux payé que vous inventez quelque chose qui ne sert à rien. Les riches pensent, je crée ma vie. Les pauvres croient, je subis ma vie. Non. Les riches jouent au jeu de l'argent pour gagner. Les pauvres jouent pour ne pas perdre. Les riches se concentrent sur les occasions. Les pauvres se concentrent sur les obstacles. Les riches admirent les autres riches et ceux qui réussissent. Les pauvres en veulent aux riches et aux gens qui réussissent. Les riches s'associent aux gens positifs qui réussissent. Les pauvres s'associent aux gens négatifs qui ne réussissent pas. Comme ça les conforte, qu'ils ne sont pas les seuls à rien faire ou à ne pas réussir ou à ne pas savoir, et ils se sentent bien et ils critiquent les autres. Les riches sont prêts à se promouvoir, eux et leurs valeurs. Les pauvres voient la vente et la promotion d'un mauvais œil. C'est de l'orgueil, on ne parle pas de soi. C'est mal, c'est pas bien, c'est un péché. Les riches sont plus grands que leurs problèmes. Les pauvres sont plus petits que leurs problèmes. Les riches choisissent de se faire rémunérer en fonction de leurs résultats. Les pauvres choisissent de se faire rémunérer en fonction de leur temps. Hein, c'est ce que montre ce tableau ici. Hein, d'un côté, vous avez ceux qui n'ont pas de structure, qui ne sont pas organisés, qui travaillent pour de l'argent, et toute dépense, hein, ou tout investissement ou ce qu'ils ont besoin, engager un employé, une secrétaire, un assistant, etc. Combien ça va me coûter? Ah, il faudrait que j'ai un ordinateur. Ah, combien ça va me coûter? Il faudrait que je change ma voiture. Ah, combien ça va me coûter? On parle que de coûts, de coûts, de coûts. Donc, on est salarié, employé. Certains n'aiment pas leur travail, comme 80%, et se disent, j'en ai marre de ce patron, de ses horaires, ou ne pas décider moi-même, donc je me mets à mon compte, indépendant, parce que je crois que je vais gagner plus, que je vais travailler quand je veux, comme je veux, où je veux, que la vie est belle. Oui, vous serez vite rattrapé parce que si vous êtes seul à décider, il y a les lois, il y a les impôts, il y a votre banquier, il y a les clients, vos fournisseurs qui vont décider pour vous ou vous contraindre à faire certaines choses. Donc souvent, on se met à son compte, on est plus heureux parce qu'on fait ce qu'on veut quand on veut, mais on n'est pas plus heureux parce que souvent on ne gagne pas plus, sinon moins que si on était salarié, ou on soit tous les mois un salaire, qu'on travaille pas, qu'on soit malade, qu'on soit pas malade, qu'on soit bon ou moins bon, on est salarié. C'est pour ça que tout le monde pense à être salarié. Alors que le travailleur indépendant, ben, c'est le résultat des factures qu'il envoie, qu'il ose envoyer ou qu'il ose rappeler ceux qui ne payent pas. Et puis, c'est pas le faire. On a beau être le meilleur artisan dans son domaine, est-ce qu'on sait faire un devis? Est-ce qu'on sait faire une facture? Est-ce qu'on peut téléphoner pour réclamer pourquoi il n'a pas payé, etc. Il y a 23 domaines dans une entreprise pour pas aller dans le mur ou faire faillite rapidement. Ben, si on ne les maîtrise pas, si on n'a pas des gens qui nous aident à le faire, on le sait qu'il faut un comptable pour faire notre comptabilité, nos déclarations d'impôts, etc. Mais il faut aussi des assistants pour justement pour faire ce travail administratif qu'on n'aime pas faire, par exemple. Et ça veut dire que 96% des gens sont de ce côté du cadran, c'est qu'est-ce que ça va me coûter? Il faudrait que j'engage quelqu'un, mais ça va me coûter. Il faudrait que je fasse plus de chiffre d'affaires, que je travaille plus, ou que je facture plus, ou que, etc. Et de l'autre côté du cadran, c'est complètement différent. Ça, il y a une structure, ils ont un système, des entreprises, hein, ils font travailler l'argent pour eux. Et leur mentalité, c'est combien cet investissement va-t-il me coûter? Si j'engage quelqu'un pour faire mes téléphones ou pour faire mon administration, etc., combien de temps ça va me libérer? Et pendant ce temps-là, combien de clients je peux voir ou faire ce que j'aime faire pour gagner mon argent? Alors on commence par des propriétaires d'entreprises, ils ont des dizaines ou des centaines ou des milliers d'employés qui travaillent pour eux, hein. Donc forcément ils vont gagner plus.
C'est pas évident hein, de dégager des bénéfices pour une entreprise. Il faut savoir calculer, il faut être compétitif, il faut être compétent, etc. Puis après, la catégorie, et là, donc, vous pouvez être apporteur d'affaires, avoir des gens qui vous apportent des affaires, des clients qui vous aident, eh bien, vous allez gagner plus que salarié ou indépendant. Parce que si vous êtes 10 à faire ce que vous faites, eh bien, ça fait 10 fois plus d'heures par jour. Donc, vous allez gagner pas 10 fois plus, parce qu'il faut quand même payer les gens, hein. Il y a un différentiel qui vous reviendra si vous savez compter et faire des collaborations win-win où tout le monde est content, ne se sent pas floué ou injuste, etc. Et le nec plus ultra, effectivement, c'est d'être ici dans ce dernier carré, c'est-à-dire je ne suis plus qu'un investisseur. Hein, ça veut dire que je place mon argent à 5, 6, 7, 8, beaucoup plus par année. Pourquoi? Le but, c'est de battre l'inflation. L'inflation, hein, qui est, bon, il y a des périodes, on a vu beaucoup de périodes là maintenant, on n'avait pas d'inflation. Depuis qu'il y a eu la guerre en Ukraine ou en Palestine, ou toutes ces crises énergétiques avec ces sanctions stupides vis-à-vis d'autres pays, c'est nous qui en payons les conséquences, on se tire une balle dans le pied. Eh bien, là, il faut battre l'inflation, il faut avoir des revenus. Sinon, vous perdez de l'argent. Hein, les monnaies ont perdu 70% de leur valeur en 20 ans, alors qu'il existe des moyens pour ne pas perdre ça. Hein, donc, battre l'inflation et déjà, passer une dévaluation de monnaie, hein, l'inflation, ça coûte plus cher avec le même montant. Et puis après, acquérir des biens, placer notre argent judicieusement, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans l'or, les pierres précieuses ou d'autres systèmes sécurisés, sans risque. Enfin, c'est vous qui aimez les risques ou pas. Hein, par exemple, l'or ou les pierres de couleur dans l'investissement, ça n'a pas perdu 70% de sa valeur, ça fait 600 fois sa valeur d'il y a 20 ans. Au lieu d'avoir 50 000 qui ont perdu 70%, donc vous avez 15 000 de valeur de pouvoir d'achat aujourd'hui, ces 50 000, vous les avez passés par exemple dans l'or, aujourd'hui vous aurez plus de 300 000. 600% d'augmentation en 20 ans. Je vous laisse calculer ce que ça fait par année. Bien sûr, votre banquier ou certains vous diront c'est pas possible, ça n'existe pas. Eh bien, regardez les chiffres, renseignez-vous ailleurs. Qui est-ce que vous écoutez? Quels articles vous lisez ou livres? Les riches pensent selon les deux. Ça veut dire c'est pas soit ou soit, je fais ça ou ça. Non, pourquoi pas faire les deux? Les pauvres ne pensent que ben, soit je prends ça, soit je prends ça. Les riches pensent qu'ils peuvent avoir à la fois le beurre et l'argent du beurre. La classe moyenne se dit ouais, je peux avoir le beurre ou l'argent, mais pas l'autre, hein. C'est un choix, c'est une pensée, c'est une décision. Et puis les pauvres croient qu'ils ne méritent ni le beurre ni l'argent et restent donc comme ils sont, pauvres. Les riches gèrent bien leur argent, les pauvres gèrent bien mal leur argent. Et là, il y a un système pour effectivement gérer son argent, quel que soit le montant que nous avons, quels que soient les revenus que nous avons, que ce soit 1000, 2000, 3000, 10 000, 100 000 par mois ou par année, gérer de façon, avec cette règle ici, des 10% et 50%. Ça veut dire de ce que vous gagnez, quel que soit le montant, vous n'utilisez que 50% pour vos factures, pour vivre, votre loyer, téléphone, l'essence, ce que vous avez besoin pour vivre, pour travailler. Et le reste, vous le divisez en raison de tranches de 10%. Un, pour votre autonomie. Comment être, ne pas dépendre de quelqu'un, que ce soit de la famille, d'amis ou de l'État ou de la banque, hein. Je mets de côté tout ce que je gagne, 10% pour mon autonomie, pour être indépendant. 10% pour notre plaisir, s'amuser, nos loisirs, nos sports, les vacances, les voyages. 10%, oui, vous allez me dire, ouais, 10%, c'est pas beaucoup, je vais pas là loin avec ce que j'ai parce que je suis au SMIC ou je gagne pas beaucoup, etc. Oui, c'est vrai, ça donne cette impression. Mais dans tous les cas, s'il vous plaît, acceptez que vous devez arrêter de dépenser plus que ce que vous gagnez. Vous allez dans le mur, c'est qu'une question de temps, hein. Et en mettant 10% pour l'autonomie, 10% pour nos plaisirs, 10% pour notre retraite, 10% pour notre formation, ça c'est important. Formez-vous, apprenez, c'est le seul moyen d'augmenter ses revenus. Soit on se met à son compte et on vend en service ou des produits qui nous font gagner de l'argent, mais pour ça, il faut se former, il faut apprendre comment le faire, etc. Et vous pouvez même encore faire 10% pour vos dons.
Et même si ça vous paraît compliqué actuellement avec votre situation, parce que c'est une question d'habitude, de gestion, après une année, vous allez vous rendre compte que ces 10%, ben, vous n'arrivez même plus à les dépenser. Que ce soit pour votre autonomie, pour votre formation, ou euh, pour vos plaisirs. À un moment donné, c'est 10% qui se cumulent, qui se cumulent, qui se cumulent, parce que vous n'êtes pas en vacances tous les jours, vous n'achetez pas tous les jours des habits, des chaussures, des voitures ou quoi que ce soit. Vous allez vous rendre compte que ça vous fait des jolis petits coussins où vous vous sentez bien. Ah ben, il n'y a pas de souci, il me faut ça. Eh ben, comme j'ai prévu régulièrement de mettre 10% de mes revenus pour ça, eh ben, j'ai l'argent, j'ai les moyens. Ou si je ne les ai pas encore, ben j'attends un peu ou j'achète quelque chose un peu moins cher. Mais ça, c'est un système imparable. Si vous avez la discipline de faire cela, vous allez voir que vous n'aurez plus jamais un manque d'argent et plus jamais de soucis. Ça fonctionne. Ça existe depuis la nuit des temps. Soit vous contrôlez votre argent, soit il vous contrôle. Si vous n'êtes pas prêt à faire ce qui est facile à faire, la vie sera difficile. Mais si vous êtes prêt à faire ce qui est difficile à faire, la vie sera facile. C'est un choix, c'est votre décision. Hmm. Alors, que décidez-vous? Hein? Nous sommes là pour vous aider, pour vous coacher, pour vous montrer la voie, pour vous aider. C'est vous qui décidez. Et nous ferons des masterclass régulièrement avec de nouveaux sujets, chaque fois un sujet différent. Et surtout, vous pouvez le revoir en replay. Apprenez, posez-nous ou posez-moi vos questions, vos difficultés. On est là pour vous aider. Je vous souhaite une très bonne soirée, semaine, mois, année.